À l'aube, un décret unique a gelé toutes les importations de machines agricoles au Burkina Faso, stoppant net un marché de 4 milliards de dollars. Pendant que les ports européens effaçaient leurs manifestes, à Ouagadougou, les marteaux frappaient déjà. Des ingénieurs, des soudeurs, des étudiants refaisaient pièce par pièce ce que l'Occident exportait hier. Que représente pour vous le choix d'Ibrahim Traoré, ce pari insensé de fabriquer plutôt que d'attendre, quand la dépendance semblait immuable? Et si ce geste, minuscule et violent à la fois, marquait le début d'une autre ère pour le Sahel? Ce soir, nous allons suivre comment un décret signé par Ibrahim Traoré a bouleversé non seulement le commerce, mais aussi l'imaginaire d'un continent. Car derrière la suspension des importations agricoles se cache une promesse, celle d'un pays décidé à redéfinir sa souveraineté par la main de ses propres citoyens. L'enjeu est immense, restaurer la dignité économique d'une nation qui, depuis un demi-siècle, dépendait des prêts et des pièces venues d'ailleurs. Chaque boulon localement forgé devient symbole d'une liberté reconquise. Mais tout pari comporte un prix. En une nuit, 4 milliards de dollars d'échanges se sont évaporés. Les experts étrangers prédisent faillite, famine et chaos logistique. Et pourtant, dans les rues de Ouagadougou, la peur a laissé place à une énergie fébrile. Les étudiants dessinent, les artisans reforment, les paysans attendent leur première machine faite maison. C'est cette tension entre le risque et l'espoir, entre la perte immédiate et la promesse d'autonomie que nous allons mesurer. Comment le Burkina Faso de Traoré a-t-il transformé une rupture économique en expérience nationale? La révélation est tombée en 2 phrases. Toutes les importations de machines agricoles étrangères sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. En 24 heures, les ports de Rotterdam et de Marseille ont annulé plus de 200 expéditions à destination du Sahel. Ce chiffre, brutal et précis, fut le signal d'un basculement historique, car derrière le silence du décret se cachait une logique mûrie de longue date. Ibrahim Traoré voulait rompre la mécanique de dépendance qui liait son pays à l'Occident depuis plus d'un demi-siècle. Depuis les années 70, chaque charrue importée portait avec elle un crédit, une clause, un levier. Les entreprises européennes détenaient 80% du marché des équipements burkinabés, contrôlant ainsi le rythme même de la production agricole. Quand une pièce cassait, il fallait attendre des mois. Quand un moteur tombait en panne, c'était tout un village qui s'arrêtait. Ce cercle vicieux était devenu invisible, presque naturel. Le décret de Traoré l'a brisé net. Les distributeurs occidentaux ont gelé leurs contrats, les compagnies d'assurance ont révisé leurs tarifs, et les titres de presse ont crié à l'auto-sabotage. Mais sur le terrain, une autre réalité prenait forme. À Ouagadougou, dans un atelier poussiéreux, un jeune ingénieur nommé Salif démontait un tracteur abandonné. Il forgeait à la main un engrenage de remplacement avec de l'acier local. Le moteur redémarra. Ce moment, minuscule, cristallisait la transformation. Ce n'était plus seulement une crise d'importation, c'était un réveil collectif. L'État redirigea aussitôt les budgets vers les coopératives locales, finançant des centres de formation au soudage et à la mécanique. En quelques semaines, les premières écoles techniques ouvrirent à Bobo-Dioulasso et Koudougou. Ce que les rapports décrivaient comme risque économique majeur devenait, pour des milliers de jeunes, une porte d'entrée vers un nouveau futur. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était plus une théorie, mais une pratique quotidienne du travail et de la foi. Dans la capitale, la transformation avait désormais un visage, celui de Salif, un jeune ingénieur formé à l'Institut Polytechnique. Sous un hangar poussiéreux, il travaillait sur un vieux tracteur dont la boîte de vitesse était brisée depuis des mois. Autrefois, il aurait attendu une pièce importée d'Allemagne. Cette fois, il prit une tige d'acier local, la coupa à la main et façonna lui-même un engrenage de fortune. Quand le moteur démarra, les ouvriers alentour éclatèrent de rire et d'incrédulité. C'était le premier souffle d'une indépendance mécanique. L'histoire de Salif se répandit rapidement. Les médias burkinabés en firent un symbole du réveil de Borina Bey. En quelques semaines, le gouvernement alloua de nouveaux fonds à des ateliers communautaires, encourageant les écoles à introduire des modules de maintenance agricole. Des coopératives féminines s'organisèrent pour réparer les pompes d'irrigation. Dans les villages, les marteaux résonnaient jusque tard dans la nuit.
Ibrahim Traoré, silencieux depuis le décret, observait la contagion de cette volonté. Les chaînes d'autrefois, économiques, psychologiques, symboliques, semblaient se fissurer. Ce que beaucoup avaient pris pour un acte de rupture devenait une pédagogie nationale, apprendre à compter sur ses propres mains. L'impact n'était pas encore mesurable, mais la transformation était visible. Sur les marchés, les outils Made in Burkina remplaçaient peu à peu les caisses vides d'importation suspendues. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Salif posa la main sur le métal encore chaud et murmura « C'est peut-être le début d'autre chose ». Et il ne se trompait pas. Tout commença par le silence. Aucune conférence de presse, aucun ministre sur les plateaux, seulement un décret publié dans le journal officiel. En une nuit, l'économie burkinabé venait d'être amputée d'un de ses poumons, 4 milliards de dollars d'importations suspendues. Les observateurs étrangers parlaient d'un suicide industriel. Mais au Burkina Faso, la réaction fut tout autre. Dans les rues, les bruits familiers des moteurs s'étaient tus, remplacés par ceux des chalumeaux. Les ateliers improvisés bourgeonnaient dans les quartiers populaires. Des soudeurs, des étudiants, des femmes, des coopératives rurales apprenaient à démonter, refondre, ressouder. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, loin de reculer, accéléra la transformation. Les budgets destinés aux fournisseurs étrangers furent réalloués à des programmes de production locale. Des subventions furent créées pour équiper les ateliers communautaires. Dans les premières semaines, la dépendance étrangère se révéla dans toute sa brutalité. Les pièces détachées manquaient, les récoltes ralentissaient et certaines zones rurales virent leur production baisser de 5%. Les critiques s'en emparèrent immédiatement, dénonçant l'amateurisme et la précipitation du pouvoir. Sous la supervision du ministère de l'Agriculture, un réseau de coopératives techniques fut mis en place. À Bobo-Dioulasso, des formateurs venus de Russie et de Turquie aidèrent les apprentis à adapter d'anciens modèles soviétiques aux conditions locales. Des plans de moteurs open source furent partagés par la Chine. Chaque province reçut un centre de formation. Soudure, mécanique, conception. Dans les villages, les femmes apprirent à entretenir leurs propres pompes d'irrigation. L'économie informelle se transforma en économie d'apprentissage. Après 3 mois, les premiers résultats apparurent. Une hausse de 12% de l'emploi rural fut enregistrée, accompagnée d'une reprise de 8% des rendements dans certaines zones pilotes. Les coopératives locales commencèrent à produire leurs propres charrues et pièces de rechange. La première moissonneuse estampillée Made in Burkina, baptisée Liberty 1, sortit d'un hangar rouge à la périphérie de Ouagadougou. Les images du président Ibrahim Traoré posant la main sur son capot en acier brut firent le tour du continent. Pour l'Occident, ce fut un symbole provocateur. Pour les Burkinabés, c'était un point de bascule. Nous n'attendons plus, disait un slogan peint à la craie sur un mur d'école. Ce n'était pas encore la prospérité, mais c'était déjà l'autonomie. Le pays qui dépendait hier de cargaisons étrangères forgeait désormais ses propres outils à la lumière des torches. Et dans le silence des champs, une certitude s'imposait. La révolution ne naissait pas des discours, mais des mains. 6 mois après le décret, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le Burkina Faso avait perdu environ 4 milliards de dollars en importation, mais en avait réinvesti plus de 2-3 dans l'économie locale. Les résultats, bien qu'inégaux, révélaient une tendance claire. Un déplacement du centre de gravité économique vers les ateliers du pays. Le premier indicateur concernait l'emploi. Selon le ministère du Travail, l'activité rurale avait progressé de 12% sur la période. Ce pourcentage modeste à l'échelle mondiale représentait, pour un pays enclavé, plus de 30 000 postes nouveaux, essentiellement dans la réparation et la fabrication d'outils. Chaque poste signifiait un atelier ouvert, un jeune formé, une pièce produite, sans dépendre de fournisseurs étrangers. Le deuxième indicateur mesurait la production agricole. Les rendements de certaines cultures vivrières avaient augmenté de 8%, en dépit des difficultés logistiques. Cette hausse s'expliquait par la remise en état de matériel ancien et par l'utilisation de prototypes locaux, lourds, rudimentaires, mais réparables. Les chiffres du ministère de l'Agriculture furent confirmés par des observateurs indépendants, surpris de constater une amélioration aussi rapide. Le métal local n'est peut-être pas parfait, mais il ne tombe pas du ciel, ironisait un ingénieur lors d'un reportage télévisé. Le troisième indicateur révélait une mutation industrielle. En moins de 8 mois, plus de 3000 charrues et 1500 pompes à irrigation
avaient été produites à partir de métal recyclé dans des usines coopératives. Les exportations restaient nulles, mais la production interne suffisait déjà à couvrir près de 40% des besoins nationaux en outillage agricole. Là où jadis un conteneur mettait 3 mois à arriver d'Europe, une pièce pouvait désormais se fabriquer en 48 heures à Koudougou ou Fadan-Gourma. Cette bascule n'était pas seulement économique, elle était psychologique. Les chiffres révélaient un changement de comportement, une confiance nouvelle dans la capacité de produire localement. Les médias internationaux, sceptiques au départ, commencèrent à publier des analyses plus nuancées. Certains y voyaient un modèle africain d'industrialisation frugale, fondé non sur le capital étranger, mais sur la discipline et la patience. Ibrahim Traoré, dans un rare discours télévisé, résuma la philosophie du projet. On nous a dit que notre sol était stérile sans acier étranger, mais la terre se souvient, et les mains aussi. Chaque statistique traduisait cette idée. Le delta entre dépendance et autonomie s'élargissait, lentement mais sûrement. Les pertes d'hier devenaient investissements. Les silences des premiers jours cédaient à la place aux grondements réguliers des marteaux et des moteurs. Le Burkina Faso n'avait pas encore gagné son pari, mais il avait prouvé qu'un autre chemin existait, mesurable, concret et surtout transmissible. Les critiques n'ont pas tardé. Pour nombre d'économistes occidentaux, la décision d'Ibrahim Traoré relevait d'un romantisme dangereux. Rompre brutalement les chaînes d'approvisionnement sans alternative solide, c'était condamner les agriculteurs à l'immobilité. Il citait la raréfaction des pièces, la hausse des prix et l'incertitude des récoltes comme autant de signes d'un échec annoncé. Le premier argument s'appuyait sur la dépendance structurelle. Selon eux, l'agriculture burkinabé reposait sur des machines conçues ailleurs. Les remplacer localement exigerait des années, des capitaux et des savoirs que le pays ne possédait pas encore. On ne décrète pas la souveraineté industrielle, résumait un éditorialiste français. Le second argument tenait à la compétitivité. Sans économie d'échelle, les produits locaux coûteraient plus cher, réduisant la marge des fermiers et freinant les exportations. Le marché mondial, affirmait-il, ne tolère pas la lenteur. Pourtant, sur le terrain, d'autres données venaient nuancer ces thèses. Le rapport publié 3 mois après le décret faisait état d'une stabilisation rapide des rendements et d'une hausse du nombre d'ateliers en activité. Les coûts de maintenance avaient baissé de 15% grâce à la réutilisation des matériaux. Les coopératives formaient chaque mois plus de 200 nouveaux techniciens. Un agronome africain résuma la contre-analyse. Le vrai coût, c'est celui de la dépendance permanente. Traoré lui-même assumait cette confrontation d'idées. Lors d'une réunion à Ouagadougou, il aurait dit « qu'on me prouve que dépendre vaut mieux qu'apprendre ». La force du projet ne résidait pas dans la perfection immédiate, mais dans le transfert de compétences. Ce que les sceptiques appelaient lenteur, les partisans y voyaient apprentissage. Et au-delà des chiffres, un constat s'imposait, le pays n'attendait plus. Chaque marteau levé, chaque étincelle, chaque outil réparé valait un argument. Tout a basculé en une image. Sous le soleil brûlant de Ouagadougou, un tracteur rouge avançait lentement dans un champ de mil. Sur son capot, gravé en lettres simples, Liberty 1, construit au Burkina Faso. Le moteur rugissait faiblement, mais c'était un son inédit, celui d'une machine née d'un pari impossible. Le président Ibrahim Traoré assistait à la scène, les mains croisées dans le dos. Autour de lui, des centaines d'ouvriers, d'étudiants et de paysans applaudissaient. Ce prototype, assemblé par une coopérative locale à partir de métal recyclé, incarnait la réponse la plus claire aux doutes des mois précédents. Il ne s'agissait plus de discours ni de symboles. La preuve roulait devant leurs yeux. Les médias étrangers y virent une opération de communication. Mais dans les rues du pays, les gens parlaient de moments de bascule. Le Liberty 1 n'était pas une machine parfaite, elle était lente, rudimentaire, parfois capricieuse, mais elle appartenait à ceux qui l'avaient construite. Et dans cette appartenance, il y avait déjà victoire. Le pays venait d'atteindre son point médian, ce n'était plus un essai, c'était un mouvement. 6 mois après le décret, les effets se faisaient sentir dans chaque recoin du Burkina Faso. Le projet d'Ibrahim Traoré avait cessé d'être un pari pour devenir une nouvelle économie en marche. Ses conséquences touchaient 4 sphères majeures. Les nations voisines,
les décideurs nationaux, les acteurs du Nord et le tissu local. Commençons par les nations voisines au Mali et au Niger. Les chaînes publiques retransmirent le discours de Traoré, sous-titré « Le Sahel apprend à se tenir debout ». Des coopératives étudiantes y naquirent dans les semaines suivantes. L'idée d'agro-souveraineté commençait à se propager comme une onde. Des gouvernements provisoires étudièrent même la possibilité d'interdire, à leur tour, certaines importations d'engrais. Puis les décideurs nationaux ont suivi à Ouagadougou, les ministères s'adaptèrent. Le budget d'urgence du carburant fut réaffecté à la production locale de moteurs. En 3 mois, 2 petites usines expérimentales virent le jour. Elles produisaient des prototypes à base de ferraille recyclée. Ces structures n'étaient pas rentables, mais elles formaient un noyau de compétences. Un rapport interne parla d'une renaissance artisanale mesurable. Du côté des acteurs du Nord, en Europe, la réaction fut plus nerveuse. La Chambre de commerce française dénonça une distorsion du marché africain. Les fabricants d'agro-machines perdirent plus de 4 milliards d'heures de chiffre d'affaires annuel et certains procédèrent à des licenciements. À Washington, un mémo du Conseil de sécurité qualifia le cas burkinabé de précédent incontrôlable, mais un diplomate anonyme résuma le dilemme. On ne peut pas sanctionner l'autonomie, on ne peut que la regarder se propager. Enfin, dans le tissu local, dans les campagnes, les transformations étaient tangibles. Les ateliers mobiles passaient de village en village, réparant des pompes et enseignant aux jeunes les bases de la mécanique. La production agricole repartait. Plus 8% sur la 2e saison, confirmé par les données du ministère. Les femmes utilisaient des outils restaurés. Les enfants retournaient à l'école et la fierté se lisait sur les visages. Les banques locales commençaient à financer les projets d'ateliers, voyant là un futur marché interne. Pour les observateurs étrangers, le Burkina Faso n'avait pas encore prouvé sa viabilité. Mais pour ses habitants, la preuve était déjà là. Ils avaient remplacé la dépendance par la discipline. Et dans ce nouvel ordre silencieux, le bruit régulier des marteaux sonnait comme un hymne. L'avenir du Burkina Faso, 1 an après le décret d'Ibrahim Traoré, se dessinait selon 3 trajectoires distinctes. Le scénario de base, l'optimiste et le plus sombre. Les ateliers coopératifs poursuivent leur croissance, mais peinent à atteindre l'efficacité industrielle. Les importations demeurent suspendues, sauf pour quelques pièces essentielles. Le pays maintient une autonomie partielle, gagnant en fierté ce qu'il perd en rapidité. L'économie s'ajuste autour de cette nouvelle normalité. 40% des outils agricoles produits localement, le reste importé par des circuits africains alternatifs. La formation technique s'étend aux écoles rurales, les universités créent des départements d'ingénierie appliquée. Les femmes et les jeunes deviennent les premiers bénéficiaires de cette économie locale. Les prototypes Liberty 2 et Freedom 1 sont produits en série équipés de moteurs hybrides à bas coût. Les exportations régionales reprennent et le Burkina Faso devient le premier fournisseur de petites machines pour le Sahel. La croissance du secteur agricole grimpe de 5% supplémentaires, renforçant la stabilité politique et la confiance continentale. Sous l'effet combiné du FMI, des créanciers européens et des tensions logistiques, les circuits de financement se figent. Les pièces électroniques manquent, les rendements baissent à nouveau. Une partie des ateliers ferment, faute de matières premières. Les médias étrangers titrent « Le rêve mécanique s'essouffle ». Mais même dans ce cas, le socle idéologique demeure. L'idée qu'un pays africain puisse survivre sans tutelle. Quel que soit le scénario, une certitude traverse les analyses. La décision de Traoré a déplacé la frontière mentale entre dépendance et autonomie. Le pari burkinabé a cessé d'être une anecdote pour devenir un précédent. Et si l'expérience réussit, elle pourrait reconfigurer la carte économique du continent pour une génération entière. À mesure que le récit s'étendait, la transformation dépassait les chiffres. Ce n'était plus seulement une question de machine, mais de regard. Pour le citoyen africain moyen, l'histoire d'Ibrahim Traoré devenait un miroir, celui d'un continent cherchant à se respecter avant de se développer. Les groupes A, B et C, les travailleurs, les jeunes et la diaspora y trouvaient chacun une leçon. Les travailleurs voyaient que le savoir-faire valait autant que le crédit. Les jeunes, que l'innovation pouvait naître sans permission. Et la diaspora, souvent spectatrice des récits imposés par d'autres, redécouvrait la fierté d'un continent qui choisit son propre rythme. À Ouagadougou,
Les marchés ne bruissaient plus des slogans politiques, mais des conversations sur la mécanique et la formation. Des parents racontaient à leurs enfants comment le pays avait arrêté d'attendre. Dans les universités, on citait Traoré non pour ses discours, mais pour ses chiffres. Un professeur résuma ce changement d'état d'esprit. Ce que nous produisons avec nos mains, personne ne peut nous le retirer. Sur les réseaux, la phrase devint virale. Des vidéos de femmes réparant des pompes d'irrigation circulaient avec le mot-clé « Nos outils, nos racines ». La politique avait laissé place à un sentiment plus profond, celui de la compétence retrouvée. Et vous, spectateurs de cette histoire, que feriez-vous si l'indépendance se mesurait non en drapeau, mais en gestes quotidiens ? C'est peut-être là, dans cette question simple, que réside la véritable portée du choix burkinabé. L'équipe d'Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêtée à l'effet d'annonce. Elle a dressé une feuille de route en 5 étapes, claires et mesurables, pour ancrer la souveraineté industrielle dans le réel. Première étape, cartographier les besoins. Chaque province a établi un inventaire précis des machines encore fonctionnelles, des pièces récupérables et des savoir-faire locaux. Ce diagnostic, actualisé tous les 3 mois, permet de cibler les aides sans gaspillage. Deuxième étape, former massivement. Les centres de Bobo Dioulasso, Koudougou et Kaya forment aujourd'hui plus de 500 apprentis par mois. Des modules de soudure, d'électricité et de maintenance sont intégrés dans les lycées techniques. L'objectif, d'ici 1 an, qu'aucune pièce agricole n'exige d'être importée. Troisième étape, financer localement. Un fonds national pour la fabrication a été créé, alimenté par la réorientation des subventions énergétiques. Les banques publiques accordent des microcrédits à taux réduit aux coopératives villageoises. Chaque atelier validé reçoit une subvention de démarrage de 5 millions de francs CFA. Quatrième étape, produire et mesurer. Les objectifs sont suivis par un tableau de bord trimestriel, nombre d'outils produits, emplois créés, taux d'autonomie atteint. La progression actuelle indique déjà 40% de couverture nationale. Cinquième étape, connecter l'Afrique. Le Burkina Faso veut partager son modèle avec ses voisins sahéliens. Un forum panafricain de l'agro-souveraineté est prévu à Ouagadougou afin d'harmoniser les normes de production et d'entretien. Cette stratégie, à la fois concrète et progressive, traduit la conviction du président. L'indépendance ne se proclame pas, elle se fabrique. Et dans cette fabrication, chaque coup de marteau devient un acte politique. Le soir du premier anniversaire du décret, Ibrahim Traoré retourna à l'atelier de Salif, là où tout avait commencé. Les murs étaient noircis par la suie, les étincelles dansaient encore sur le métal, et la moissonneuse Liberty 1 trônait au fond, couverte de poussière. Il posa la main sur la tôle, comme on salue un ancien compagnon de route. Autour de lui, des jeunes mécaniciens riaient, racontant comment ils avaient fabriqué leurs propres outils. Salif, ému, lui tendit un écrou poli. « Ce n'est pas grand-chose, monsieur le président, mais c'est le nôtre. » Dans ce geste simple se condensait toute l'histoire. La nation n'avait pas aboli la dépendance par décret. Elle l'avait dissoute dans le travail, la patience et la foi. Les épreuves restaient nombreuses, mais la direction était tracée. Le métal chaud sous la paume de Traoré semblait battre au même rythme que celui du pays. Lent, régulier, vivant. Le Burkina n'attendait plus que des cargos. Il attendait l'aube, et cette aube-là portait le nom de ses artisans. Ce ne sont pas des machines, dit Traoré doucement, ce sont des déclarations d'indépendance écrites en acier. Le vent du soir traverse les plaines de Ouagadougou, chargé d'une odeur de métal et de terre sèche. Les ateliers s'éteignent, il y en a un, mais le bruit des marteaux reste dans l'air, comme un battement de cœur collectif. Le Burkina Faso n'a pas seulement réparé ses machines, il a réparé son image. Ce que le monde voyait comme une crise est devenu un laboratoire d'espérance. Ibrahim Traoré le sait. Aucune révolution ne se gagne sans fatigue. Mais il sait aussi que la dignité, une fois réveillée, ne se rend jamais. Le pays marche encore sur un fil, entre pénurie et fierté, mais il avance, et ce simple mouvement change déjà le sens du mot « dépendance ». Et vous, spectateurs, où placez-vous votre regard ? Du côté de ceux qui attendent l'aide ou de ceux qui la fabriquent ? Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parlez-en, ou simplement souvenez-vous. Chaque continent commence son indépendance le jour où il ose dire assez.